Je vais dire un truc, bon, je vais encore me faire défoncer. C'est pas l'intelligence qui va t'empêcher de faire du business. Je dis pas que je suis un mec smart. J'ai fait des études, j'ai appris énormément de choses pour prendre des produits de Chine et les marketer comme des produits européens avec Instagram. Je pense que je peux apporter plus, tu vois. Quand je rencontrais une nana en boîte, je prenais son numéro de téléphone. Ouais. Tu rentrais le numéro de téléphone dans la barre de recherche de Facebook et tu trouvais toute sa vie. Moi, quand j'ai grandi, il y avait aucune chance que je fasse pas des études bac+5. Je sais ce que c'est de tout perdre aussi. Mon père, il a tout perdu d'un coup. Il avait gagné très bien sa vie et d'un coup, il s'est fait arnaquer par l'un de ses associés. Bah, du coup, ça m'a pas servi forcément de leçon. C'est héréditaire. Il y a une étude aux États-Unis. Elle a été relayée par Chris Williamson, le podcasteur. Mais il y a un pourcentage de nanas aux États-Unis qui travaillent. On leur a demandé est-ce que vous en voulez à votre mari du fait que vous travaillez et qui gagne pas assez. Et il y a une majorité de nanas, c'était proche de la moitié, qui disaient oui. Non. Putain, mais... si je sors l'étude. Il y a une étude que j'ai vue. Pardon. Non, mais on va se faire défoncer. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Thibault Louis. On n'a même pas de nom de podcast. Du coup, ce serait. Mais dis-le, on s'en fiche. Il n'y a pas de nom pour le podcast. C'est le roi du scale. Moi, je mets sur le roi du scale. Ouais, mais c'est le roi du scale ou le million ou rien ou solopreneur. Non, solo. Ouais. Solo. Ah, ça pourrait être intéressant de nous donner. Attends, mais ça pourrait être intéressant de demander. Ça pourrait être intéressant de demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Non ? Le million ou rien ou solo ? Allez, franchement, là, voilà, on y va. 1 heure là. Et il y a le gars du qui coup, le concept, il est très simple parce qu'il est pressé, le frère. On va se poser 10 questions à tour de rôle. Un mot, une expression, une phrase, et on va devoir commenter. Est-ce que tu es prêt ? Tu commences du coup ? Ouais. Allez, je vais dire sur 10, je pars sur 3. 3, c'est vendre des produits physiques. Ok. Vendre des produits physiques. Alors, je pense que ça doit pas être si différent finalement que de vendre des produits comme on vend nous digitaux. La seule différence, ça va être les marges, tu vois, coût de production, coût de livraison. En fait, moi, je crois pas trop, en tout cas plus trop au dropshipping. C'est le dropshipping. T'as déjà fait du dropshipping, toi ? Non. Non ? Horreur pour moi. Pourquoi ? Trop logistique, éthique, je trouve pas ça ouf non plus. Tu fais pas la logistique en fait dans le dropshipping. Dropshipping, en fait, tu prends un produit chinois. Ouais. Et toi, tu fais juste le marketing et eux s'occupent de toute la livraison, genre d'envoyer tout le produit et tout. Et toi, tu fais juste la vente et tu prends une com, quoi. Écoute, moi, il y a combien de fois on m'a dit, il y en a qui m'ont dit ouais, non mais c'est une galère. En fait, c'est une fausse bonne idée. D'autres qui m'ont dit mais non, mais je connais des gens. Moi, j'ai décidé que j'y allais pas. Les produits physiques, ça m'intéresse pas. Et je trouve que même éthiquement, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Pour l'écologie et tout, ouais, ça c'est. Je vais dire un truc. Bon, je vais encore me faire défoncer, mais en fait, je pense que beaucoup de gens peuvent être entrepreneurs. En tout cas, c'est pas l'intelligence qui va t'empêcher de faire du business, tu vois. C'est pas, en tout cas, peut-être que pour être milliardaire, c'est quand même mieux d'être, tu vois, d'avoir une intelligence un peu hors norme, en tout cas des capacités cognitives. Mais il y a des gens, je pense, par la détermination, la discipline, tu vois, le travail, etc., ils peuvent déjà aller loin en entrepreneuriat. Et le truc, c'est que je me dis, je dis pas que je suis un mec smart, tu vois, mais si je me dis, tu vois, j'ai fait des études, tu vois, j'ai appris énormément de choses pour prendre des produits de Chine et les marketer comme des produits européens avec Instagram. Je pense qu'en termes d'impact sur le monde et de rayonnement positif sur le monde, ouais. Je pense que je peux apporter plus, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y a un dropshipper qui va dire moi je sauve le monde et tout, mais peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire 4000, 5000 balles. J'ai un pote, il voulait se lancer en dropshipping. Le mec, il a pris une formation de dropshipping, il avait acheté du stock en dropshipping, ouais. Il avait run des ads, etc. Finalement, il en a vendu, je sais plus, 1 ou 2. Et en fait, on te le dit pas le nombre de gens qui essaient de se lancer là-dedans et qui partent la queue entre les jambes parce que et à la fin, ils dépensent plus d'argent qu'ils ont mis dans le business. Ils se font défoncer par les reviews, ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que ça marchait très bien il y a quelques années, au moment où il y avait Facebook. Parce qu'en fait, Facebook, aujourd'hui, a limité l'accès à des données que tu avais avant. Donc, par exemple, toi, si tu fais un ciblage sur Facebook, tu cherches des entrepreneurs, ça va être beaucoup plus difficile de cibler des entrepreneurs qui a 5-10 ans, tu vois. Genre, il y a 5 ans, c'était la ruée vers l'or. Genre, c'était hyper facile de cibler. Tout le monde achetait n'importe quoi en ligne, tu vois. D'ailleurs, j'ai parlé avec un entrepreneur qui m'a dit la même chose. Il m'a dit, là, on a vraiment du mal. Donc, en fait, si tu étais dépendant que de Facebook, c'était problématique. Et tu sais, c'est à cause de quoi, ça ? Moi, d'ailleurs, je suis grave contre ça parce que, tu sais, les bobos qui te disent oui, il faut protéger les données, il faut faire attention, il va nous voler les données, j'ai pas envie de savoir que Google regarde les pages internet que je visite, etc. Tu sais, ces gens-là, en fait, ils ont empêché des milliers d'entrepreneurs de cibler des gens qui avaient besoin d'eux.
sous prétexte de la protection des données, quoi, en gros. Tu comprends ce que je veux dire ? En gros, ils ont dit, ouais, il faut protéger. Et en fait, c'est tellement verrouillé aujourd'hui que c'est hyper difficile de cibler les gens. À l'époque, moi, j'étais hyper content d'acheter des produits. Moi, j'avais acheté un produit physique en ligne. C'était, je ne sais pas si tu te souviens, ça, c'était une invention de génie quand même. Tu sais, c'était le bag que tu prenais, que tu gonflais d'air comme ça. C'était chaud à faire. Tu le gonflais d'air comme ça. Tu le pliais, tu le fermais. Et ça te faisait un espèce de... Tu t'allongeais dans l'herbe ou tu t'allongeais à la montagne, etc. Ça faisait un petit... T'as jamais vu ça ? Ouais, air matelas, genre un air truc que tu peux acheter. Un Airbnb. Non, mais il y avait un mec, il avait fait 100K. J'avais rencontré un mec un jour, il avait fait 100 000 € dans la semaine, tu vois, juste dans cette merde, tu vois. Ouais, j'ai parlé avec les radiateurs. Des mecs qui vendaient des... Je peux pas dire son nom, mais ils vendaient des radiateurs... tu vois, que tu branches là, tu vois, il en a vendu je sais pas combien, mais c'était des trucs Alibaba qui ça coûtait rien et il les vendait 10 fois plus cher. Mais sur la protection des données, ouais, non, mais tu sais, enfin les gros scandales. Alors là, j'ai pas envie de m'avancer parce qu'on arriverait dans des trucs limite politiques, on est contrôlé, on sait pas trop ce qu'on peut dire, mais Cambridge Analytica, t'as entendu parler ? Bah oui, bien sûr. Ouais. Cambridge Analytica, moi je l'ai fait pour des startups. Des startups avec lesquelles j'ai bossé, ils ont fait Cambridge Analytica. Ils ont donné des faux formulaires, ils ont récupéré les données et ensuite ils les ont traités pour ensuite les. Ouais. Bah à partir du moment, là, tout ça est au conditionnel. Hein, ouais. À partir du moment où ça peut avoir une incidence majeure sur l'élection présidentielle de la première puissance mondiale, ce qui s'est. En tout cas, il y a eu des procès, hein, Cambridge Analytica, tout ça qui a fait que. Pour l'anecdote, en gros, c'est aux États-Unis. En gros, il y a les blue states, les red states. Il y a des États qui sont sûrs d'avoir les votes démocrates, d'autres États qui sont sûrs d'avoir les votes républicains. Il y a ce qu'on appelle les lean states ou swing states, c'est-à-dire les États où on n'est pas trop sûr, c'est très chaud. Et parfois, s'il y a un gros État, tu vois, ça a été le cas pendant plein de fois avec la Floride, où en fait des gros États peuvent, en fonction de si un État sur les 50 gagne, ça change le résultat de l'élection. Et il se trouve que dans les swing states, il y a les swing voters, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ils savent pas s'ils vont voter blue, démocrate ou red républicain. Et ces gens-là, en fait, il y a parfois un seul fait peut leur faire changer d'avis. Et les Cambridge Analytica, c'était en gros, ils mettaient des pubs éphémères. Tu vois, où il disait Hillary will take your gun. Et en fait, les démocrates n'ont pas pu vérifier et revenir sur les sources parce que c'était des pubs éphémères de Cambridge Analytica. Ce qui fait qu'en fait, les gens avaient vu des trucs et on n'arrivait pas à prouver qu'ils avaient vu ça pour le démanteler. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de swing voters dans les swing states et ça aurait. En tout cas, je sais pas si c'est encore en procès, mais il y a beaucoup de faisceaux d'indices. Ça aurait aidé à faire les swing states pour Trump, tu vois, dans l'élection. Ouais, dans les trucs aussi graves que ça, je suis d'accord que quand même la protection des données, elle doit être contrôlée. Mais dans l'écosystème startup où un entrepreneur essaie de viser des clients, tu vois, potentiels, je trouve que nous on a de la chance parce qu'on est dans du canal organique, mais le nombre de business qui se sont pété la gueule à cause de ça, où en fait ils n'avaient qu'un seul canal d'acquisition, bon c'est de la faute de l'entrepreneur au final, mais c'est pour ça que là en 2024, moi je vois énormément d'entrepreneurs qui arrivent sur le personal branding et qui font un peu comme nous, tu vois. Ouais, l'organique. L'organique, c'est ça, c'est ce qui paye le plus. Moi c'est ce que dès day one, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs, moi que je connais, des potes même qui sont entrepreneurs, qui ont commencé par du dropshipping et tout, ils me disent en fait, là, ils se remettent dans le consulting, ils travaillent avec des boîtes, des B2B, parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de vendre ce qu'ils vendaient en masse à l'époque, parce qu'ils étaient dépendants de Facebook. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, parce que moi, je suis un hacker, tu vois. On s'éloigne des produits physiques. Là. Ouais, mais en fait, il y a une histoire qui est intéressante, juste par rapport aux données sur Facebook. Tu sais, sur Facebook, je ne sais pas si tu avais connu ça, mais Facebook, à l'époque, justement, avant Cambridge Analytica, c'était un moteur de recherche. Tu savais ça ? C'est qu'en gros, moi, par exemple, quand je rencontrais une nana en boîte, je prenais son numéro de téléphone. Ouais. Tu rentrais le numéro de téléphone dans la barre de recherche de Facebook. Ouais, je l'ai fait. Tu regardais tag, show me de photos tag with this phone number. Ouais, j'ai fait. Et tu trouvais toute sa vie. Je m'en rappelle très bien. Et c'était hyper flippant. Genre vraiment, fallait moi, je me détaguais de plein de trucs. Show me the friend is the friend of a friend. En gros, tu avais un truc qui s'appelait Search is back, qui est d'ailleurs toujours en ligne, qui est en ligne, mais qui ne fonctionne plus. Et en fait, ça te générait une URL qui te permettait de rechercher directement dans le moteur de recherche de Facebook. Et moi, j'avais une boîte avec laquelle j'avais travaillé à l'époque, dans laquelle chaque personne qui mettait son email, je faisais une discovery sur Facebook automatique et je récupérais les localisations
et les endroits, les lieux que la personne avait visités. Donc les lieux, les musées, les choses comme ça. Et cette data, je l'envoyais au commercial qui pouvait faire, c'était un truc à l'agence de voyage, il pouvait faire du coup un screen énorme de tout ce que la personne aimait et faire une offre que la personne ne pouvait pas refuser, parce que quand tu dis justement il y a un musée d'art contemporain, je sais qu'apparemment je pense que vous aimez l'art contemporain, bah oui bien sûr que je l'ai, connard, t'as vu sur mon compte Facebook que je suis allé visiter un musée d'art contemporain il y a 2 jours, tu vois. Donc c'était capable limite de faire des trucs comme ça et ils ont augmenté je crois de 30% leur taux de closing grâce à ce truc là. Non mais là moi, Facebook, un jour quand je taffais encore pour une boîte, j'ai un pote, il s'appelle Jérémy, s'il nous regarde, et enfin je pense pas, mais un jour il me dit ouais hier j'ai ramené une nana et tout, je lui montre, il fait ah frère j'ai pas ses réseaux sociaux, mais j'étais à son numéro, il me dit oui, je vais te la trouver, j'étais à son prénom, donc on tape son numéro dans la barre de recherche inversée, on arrive sur le profil. Ouais. Bon. Et du coup, je me dis, ah, putain, incroyable et tout. On commence à regarder les photos ensemble et tout. Il y a ça. Et en fait, un truc que tu as dit aussi, c'est que en fait, c'est quand tu étais tagué dans une photo, mais que tu l'as enlevé de ton profil. Et en fait, les gens savaient pas tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. Tu pouvais faire des recherches sur les gens. Mais à un moment, Facebook, c'était open bar sur la data. Ouais. Et aujourd'hui, les Américains, ils se moquent des Européens. J'ai vu plein de screenshots sur Twitter, en fait, de mecs, quand ils arrivent sur un site européen, et en gros, le prétexte que tu vois, c'est « Acceptez-vous ces cookies », tu sais, avec un truc comme ça. Et les Américains, ils sont là, like, UX designer really did this, tu vois. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. T'arrives dans un site, et le premier truc, acceptez-vous les cookies. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, tu vois. Et clair. Après, honnêtement, moi, je suis pas pour la surprotection. Enfin, je pense qu'en Europe, il y a des trucs où on est bien protégé. Dans l'Union européenne, notamment, tu vois, je pense à la qualité de la viande, tu vois. Ou tu vois sur les OGM, il y a des trucs où on est bien protégé et on se dit on est bien d'être en Europe, franchement. Mais il y a des trucs sur le numérique sur lesquels ils abusent, tu vois, sur la surprotection de la data. Au pire, ils vont faire quoi ? Bon, on va pas, à part les élections, ils vont faire quoi ? Ils vont nous foutre des trucs sur lesquels, enfin des sites sur lesquels on est déjà allé. Ben d'un autre côté, peut-être que la publicité elle est plus ciblée. Ou alors on interdit la publicité, mais... Mais tu vois, c'est ça. En fait, moi, je suis OK d'acheter des produits sur Internet qui me font plaisir d'acheter, tu vois. C'est ça que le vrai sujet, c'est une personne pour un produit et t'es heureux, en fait. Moi, j'ai acheté des produits en ligne qui ont changé ma vie. J'ai acheté même des formations en ligne qui ont changé ma vie, tu vois. Et juste ce que je trouve dommage, c'est de ne pas donner la chance à des personnes qui sont inconnues aujourd'hui de pouvoir être connues grâce à la publicité. Enfin... Ouais. C'est possible, mais c'est extrêmement compliqué. Tu vois. Mais c'est toujours mieux que d'avoir des pubs Coca, en fait, tu vois. Genre... Mais c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que Facebook, ils adorent bosser avec Coca, parce que Coca, ils mettent genre 1 million sur la table, tu vois. Toi, tu as une petite boisson, par exemple, qui veut concurrencer Coca. Tu mets 1000 balles par mois, pour toi, c'est énorme. Coca, il est largement devant, parce que Facebook, il veut montrer à Coca que son algorithme, il est bon, tu vois. Et c'est pareil pour les formations. Par exemple, moi, le prix de ma formation, c'est 850. Si des mecs vendent des coachings à 2000, par exemple, ou des formations à 2000 euros, ils vont au final avoir un retour sur investissement identique au mien, mais ils auront dépensé 1200 euros pour acquérir le client. Tu vois ? Et du coup, moi, j'ai pas 1200 euros à mettre. Donc, en fait, ce que vous payez la majorité du temps sur Facebook est plus cher ou vaut plus cher que ce que vous payez organiquement, tu vois, normalement. Ouais, mais on peut utiliser le même principe pour tu vois, Louis Vuitton ou n'importe quelle marque. En fait, ils font de l'affichage publicitaire, etc. Tout ça, ils doivent l'amortir aussi, tu vois. C'est clair. Ouais. Mais après, la marge, elle est... Enfin, je sais pas la marge du luxe. Elle doit être pas mal. Mais il y a quand même, tu vois, du made in France. Il y a quand même... Oui. Enfin, tu t'achètes du Louis Vuitton, tu as aussi le service client derrière. Tu vois, par exemple, je sais que moi, j'avais acheté un portefeuille de luxe. Et je dis, j'ai peur que ça s'enlève et tout. Je sais pas si c'est assez solide. Il me fait, de toute façon, si vous avez le moindre problème dans 1 an, 2 ans, 10 ans, le truc s'est enlevé, vous revenez à la boutique, on vous le change, tu vois. C'est comme l'iPhone, en fait. Tu payes l'iPhone 1400 euros, mais c'est parce qu'en fait, tu vas à l'Apple Store, tu as le moindre petit pépin, le moindre truc où t'es pas content, ils vont te sweeper ton téléphone et te le changer, tu vois. Tu parles de luxe. Moi, j'ai une opinion controversée. Je pense que dans le commerce de produits physiques, à notre niveau, la seule option, c'est le luxe, je pense. Ouais. Quand je dis luxe, tu vois, c'est-à-dire...
Prenons Laura Chetaille, tu vois, qui c'est, la meuf de Coco Kombucha, là. Ouais. Donc, elle vend des bouteilles de Coco Kombucha. Donc, c'est pas du luxe, tu vois, mais chaque bouteille, je crois que c'est, tu vois, quand elle les vend au détail, mais même pas en retail, quand elle les vend sur son site, il me semble que c'est 3 € la bouteille. Il faut que je vérifie, tu vois. 3 € la bouteille est comme une bière, tu vois. Je veux dire, putain, t'abuses et tout. Mais une canette de coca, ça coûte, je sais pas, ça coûte quoi, 40 centimes, 50 centimes, tu vois. Ouais. Au final, si tu regardes, on peut se dire, bah, tu vois, ça reste 3 €, donc c'est que 3 €, mais en comparaison avec une canette de coca, c'est du luxe. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est dur, ce que je veux dire, mais je pense que tous ceux qui font du produit physique, comme nous, des petits, qui essaient de concurrencer des trucs sur Amazon, parfois j'ai envie de dire, laisse à Amazon le truc, ou laisse à des gros le truc, parce que, et honnêtement, le taux de crash sur des gens qui font des produits physiques, il est bien plus gros. Le taux, tu vois, de gens qui se payent pas dans les produits physiques ou très peu, il est très gros. Alors parfois, ils font beaucoup de volume, tu vois. Combien de nanas on voit, tu vois, qui font les magazines, tu les vois, Forbes 30 Under 30, entrepreneur de l'année, prix de la région de je sais pas quoi, en e-commerce, leur Instagram il est génial, elles ont 80 000 abonnés. Combien vous payez? 1 500 € chacune, ouais. Tu vois. Après, aux États-Unis, ils sont quand même pas mauvais pour pouvoir créer des produits physiques. Alors, c'est plus de la food ou des trucs un peu biohacking ou des choses comme ça, tu vois. Ça marche extrêmement bien. Notamment, j'avais vu, il y a une boîte, je sais plus si je l'avais déjà parlé dans le podcast, mais ça s'appelle Smart Sweet. Ouais. C'est une boîte qui te rend bon, qui est bon pour ta santé. Tu manges des bonbons en même temps et tu te régales. Il y a une deuxième boîte que j'avais découvert qui font des Frosties qui concurrencent le marché des céréales le matin, qui est en fait, c'est hyper sucré pour les enfants et hyper mauvais, tous les médecins le disent, tu vois. Et là, ils ont créé une boîte de céréales qui est bon pour la santé, qui est bon pour tes enfants. J'avais vu aussi un mec qui avait créé des noodles hyper protéinés. Tu vois, des noodles asiatiques, là, la bouffe asiatique que tu peux manger. C'était des noodles hyper protéinés, donc pour des gens qui font, tu vois, ils ciblent. En fait, je pense que tu peux pénétrer un marché en identifiant les problèmes de la vie quotidienne des gens. Tu vois, je pense qu'il y a toujours, par exemple, moi, un truc tout con, mais je m'étais ouvert à un moment le doigt, tu vois, et il n'y a pas de pansement qui s'adapte vraiment à ton doigt, tu vois. Je sais pas si tu t'es déjà coupé là, ouais. Mais va mettre un pansement là, c'est relou, tu vois. Donc tu le mets et en fait ça colle, ça se détache quand tu vas sous l'eau. T'as pas de bons produits pansement, tu vois. Je dis peut-être de la merde, mais en vrai tu peux quand même, si tu identifies des produits qui te font chier, il y a sûrement moyen que ça fasse chier d'autres gens et du coup tu peux créer un produit cool. Après je pense, oui, et je suis d'accord avec toi, t'as toute la dimension R&D, tous les trucs genre de création et tout, et surtout les marges qui vont être hyper compliquées. Mais ouais. Il y a un truc sur lequel on parle pas, c'est tout le côté logistique, usine, production. Ouais. Franchement, quasiment tous ceux qui font du produit physique en France m'ont dit qu'à un moment, ils ont eu un problème lié à la production, parce qu'il faut qu'ils trouvent, tu vois, des usines qui sont prêtes, tu vois, à investir, souvent dans leurs produits, parce que toutes les usines n'acceptent pas. Il faut un nombre de commandes minimum, donc ça veut dire que tu dois mettre de l'argent de base. Si tu es sur du hardware, ça commence à être... tu peux parfois dépenser 50 000, 100 000 € quand tu les as pas. Et si tu veux faire du Made in France, il y a plein de gens qui font au Portugal ou ailleurs, parce qu'en France, ils n'ont juste pas les infrastructures. Et j'ai rencontré un entrepreneur français qui était incubé, tu sais, dans l'énorme Silicon Valley de Chine. Je crois que ça s'appelle Shenzhen. Ok, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Shenzhen. Et là-bas, il me dit, mais en fait, tout est fait pour du hardware. Parce que les Chinois, il me dit, c'est l'atelier du monde. Ouais. Mais en fait, là-bas, tu peux commander pour 10 000 pièces ce que tu aurais dû demander en France 100 000 pièces. Ok. Tu vois. Donc, parce que là-bas, ils ont une culture d'achat, ils ont une culture de production, ils ont une culture de gaspillage aussi. Mais en Chine, tu n'as pas besoin d'avoir en fait ce marché, t'as pas besoin d'attendre ce besoin de marché pour créer le truc. Ouais. Et en fait, toi, tu te dis, ok, il y a un besoin, on va faire. Parce que tu penses comme un gars qui n'est pas, vu que tu es dans le digital, tu vois pas tout ce qui peut t'arrêter dans la logistique physique. Et alors que, parce que nous, en fait, on se met sur un ordinateur, il y a plus de limite quasiment dans ce qu'on peut faire, surtout avec l'IA maintenant. Après, moi, j'aurais fait un fake it until you make it, tu vois, au calme. J'aurais pu faire une petite landing page, commencer à faire de la prospection, accumuler 100K, je vais voir une usine, je lui dis vas-y, je te donne 50K et tu me fais le truc, tu vois. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je sais, mais le nombre de gars, mais ça c'est ce qu'on aimerait dire sur le papier. Ouais. Tu vas parler à tous les mecs du e-commerce. Moi, il y a un truc, je l'ai dit une fois, je me suis fait éclater. Je vais pas dire tous, mais la majorité des gens qui font
du e-commerce physique, donc des gélules, des vêtements, des vélos, du mobilier, de la décoration. Souvent, c'est une first time company. Ouais. Ok, plus de la majorité m'ont dit ma deuxième boîte, si je vends cette boîte, ma deuxième boîte, ce sera pas du hardware, ce sera pas du physique. Ouais. Ce sera du digital. Oui, tout le monde. D'ailleurs, souvent, alors ça, c'est un truc aussi à savoir, c'est que tous ces gens, souvent, ils sont bons en social media. Ils sont bons sur Insta, ils arrivent à faire des bons posts en personal branding. On connaît souvent mieux les fondateurs des boîtes B2C, tu vois, dans la déco ou dans les cosmétiques que les boîtes tech. Et donc souvent, ils arrivent en fait à très bien se vendre en social media, mais ils ont du mal à se verser des dividendes ou des salaires avec leur boîte. Et moi, j'en connais pas mal qui ont revendu des parts de leur boîte, voire leur boîte en entier, et qui maintenant se reconvertissent en social media manager freelance, donc en coach, tu vois, pour les CEO, et ils gagnent beaucoup plus d'argent avec une activité seule de conseil en social media que quand ils avaient leur boîte de déco, leur boîte, tu vois, de compléments alimentaires, leur boîte, tu vois, de do it yourself, tu vois, at home, leur boîte de cadeaux. Et ils se versaient 2000 € ou des trucs comme ça. Ils ont vendu leur boîte pas tant que ça. Et maintenant, ils se font 8K par mois brut avec, tu vois, ce que leur prend l'État sur, tu vois, du conseil. Et ils bossent 8 heures ou 10 heures par semaine ou 12 heures par semaine au lieu d'en bosser 70 ou 50. Ils s'occupent de leurs gamins et ils sont beaucoup mieux. Tu vois, lié au modèle solopreneur par rapport à absolument monter une boîte, tu vois. Ouais. Bah ça m'étonne pas. Après, c'est la part de CA du B2C chez Amazon, hein. Je crois que c'est 10%, quelque chose comme ça, 12%. Mais maintenant, ils font des fusées, maintenant, ils ont des avions et tout, Amazon. Le truc qui ramène le plus d'oseille, c'est Amazon Web Services, là. Ils ont investi dans la tech. AWS, là, tu sais. Oui, le cloud. Les clouds. Oui, c'est ça. Bah oui. Ils ont investi grave. C'est hébergé par Netflix. Du coup, tous les mois, Netflix, il leur envoie un gros cachet. Genre au calme. Et j'avais une citation d'un mec que j'avais rencontré qui m'avait dit un truc qui est pas con et qui me fait pas mal réfléchir. Le B2C, c'est la gloire. Le B2B, c'est l'argent. Tu vois. Ouais, c'est complet. Et ça fait réfléchir, en vrai. C'est vrai que c'est pas difficile pour une boîte de claquer 30K en ronge sur un B2C. Tu vois, tu trouves potentiellement 30 personnes qui te dépensent 1000 €, ça va être plus difficile, quoi. Donc, voilà. C'est pas la même mentalité, mais... Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, mais c'est intéressant. Du coup, c'est à toi. Ouais, 7. Famille et réussite. Waouh. C'est important, ça. Il y a un truc qui me vient en tête, direct. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent grâce à leur famille et il y a des gens qui réussissent en dépit de leur famille. Je peux pas donner trop de noms, mais tu vois, moi, mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours dit, tu vois, t'es le meilleur, tu vas y arriver. Mon père, il m'a toujours accompagné aux compétitions d'échecs. Quand je perdais, il me disait, c'est pas grave, t'inquiète. Quand je gagnais, il me disait bravo mon fils, tu vois. Et quand je lui dis, tu vois, bah voilà, j'aimerais monter des projets, tu vois, j'aimerais que tu vois, ma boîte elle fasse plus d'1 million de chiffre d'affaires et tout. Mon père, il me dit go for it, tu vois. Enfin, qu'est-ce que t'attends? Et au pire, mon père, il a vécu au Canada, aux États-Unis, au Nigeria, tu vois. Mon père il me dit mais au pire, enfin, tu vois, si c'est trop petit ici, pars aux États-Unis, change d'écosystème, tu vois. J'ai jamais eu de limite là-dessus. Et ils n'ont jamais projeté en moi, tu vois, des frustrations. Tu vois, mes parents ont toujours été dans l'accueil et dans le... Et ils m'ont lâché la grappe assez rapidement, vers 16-17. Quand j'ai eu mes premières notes au bac, là, j'avais éclaté les trucs au bac, en première. Mon père, il a annulé le stage que j'ai... Parce qu'en fait, on faisait des stages de pré-rentrée. Donc, il me tenait un peu la grappe, tu vois. Il a annulé le stage de pré-rentrée. Il fallait que tu réussisses à l'école, quand même. Ouais. C'était hyper important pour lui. Ok. Et à l'époque, c'était bien, parce que lui, mon grand-père paternel, il était contremaître, tu vois. Okay. Donc, tu vois, à la fin, c'est un peu au-dessus d'ouvrier, on va dire, dans la hiérarchie, tu vois. Mais, c'était... Tu vois, ils avaient un petit appartement à Thionville, du côté de mes grands-parents paternels. Bon, tu vois, quand on a revendu l'appartement, on l'a pas... Tu vois, c'était une bouchée de pain, tu vois. Ça valait rien. Et donc, tu vois, de contremaître, mon père était ingénieur, donc tu vois, Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf, ouais. Tu vois, de escalader les échecs sociaux, quand même, c'est les études. Mon père, il a fait les arts et métiers. Okay. Et il a fait une prépa, il a fait les arts et métiers. Donc, c'était maths,
Tu vois, c'était très S, quoi, maths, ingé. Et donc, pour lui, c'était très important de faire des études. Moi, en fait, quand j'ai grandi, c'est là où tu vois l'habitus de Bourdieu, ce qu'on te met dans la tête. Moi, quand j'ai grandi, il y avait aucune chance que je fasse pas des études bac+5. Okay. C'était même pas une possibilité. C'est-à-dire que j'ai grandi dans le truc où je savais que j'allais avoir mon bac et qu'après le bac, j'allais faire des études. Mais il y a jamais eu un doute dans ma tête, il y a jamais eu une option de faire autre chose que des études après le bac. Notre génération, en fait, si t'avais pas le bac, t'étais un moins que rien, quoi. Enfin, tu faisais rien de ta vie. Non, mais le bac et t'allais travailler dans serveur ou t'allais devenir genre. Ce que j'ai fait. Ouais, bah moi j'ai fait ça aussi en alternance. Mais ouais. En fait, si t'avais pas le bac, et je pense que la génération a changé, je sais pas quel est l'état d'esprit, ça serait intéressant de savoir un peu comment ça se passe aujourd'hui. Bah, 88% de la Gen Z, ils veulent être influenceurs YouTube, ou enfin influenceurs. Ah ouais ? Aux États-Unis, ouais. Ouais, aux États-Unis, ok. Parce que c'est vrai que moi, si j'avais pas la même enfin, si j'étais cette génération-là, clairement, je me serais grave plu d'entreprendre très très jeune, tu vois, à 17 ans. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas Stripe, hein. Enfin, tu vois, faire un moyen de paiement sur un site internet. Mais moi, à 18 ans, je savais même pas ce que c'était une boîte, je savais même pas comment. Ouais, moi non plus. Mais avec tous les contenus qu'il y a aujourd'hui sur internet, je pense que moi, j'ai des gamins de 18 ans qui ont pris ma formation, tu vois. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est à quel point nous, bon, il y a plein de gens qui nous détestent ou qui nous prennent pour des charlatans sous prétexte qu'on vend des produits éducatifs. Ouais. Qu'on appelle formation, bootcamp, ce que tu veux. Et d'un autre côté, quand moi j'avais 18 ans, j'avais aucune idée, aucun réseau social, aucune référence de choses sur lesquelles je pouvais me projeter dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Et donc, en fait, c'est marrant, tu vois, de critiquer des gens comme nous. Ah, vous faites des vidéos. Ah, mais si vous aviez du cash, vous feriez pas des stories, des trucs comme ça. Alors même, tu vois que j'ai passé mais plus de 20 ans, 25 ans, sans même savoir quelles étaient les possibilités en entrepreneuriat, tu vois. Et quand t'as des gamins aujourd'hui de 18 ans qui viennent te voir, moi ça m'arrive souvent sur internet et tout, qui me demandent des conseils, qui suivent beaucoup ce qu'on fait. C'est vrai que ça te rappelle la mission que t'as, quoi. Tu vois que moi quand j'ai des gamins de 18 ans qui y arrivent, d'ailleurs je pense à un notamment qui a pris ma formation et qui fait que se former. Il est allé à comment il s'appelle ? À la truc Mathis. Okay. Il est allé au truc de il connaît du coup Paname aussi. Il est allé au truc de Hormozy là, à Los Angeles, tu vois. Le mec il a raté 40K, 30K pour aller à Los Angeles. C'était Las Vegas, c'est Las Vegas qu'il a fait. Et ce mec il est brillant, tu vois. Et c'est le mec, il a 19 ans, 18 ans, il fait un énorme bosseur. Il a quitté l'école, mais il me disait justement, ouais, c'est un haut potentiel. Tu sais. Oui, tout le monde est des potentiels. Tout le monde est haut potentiel. Tout le monde est potentiellement au potentiel, ouais, mais bon, en vrai. Moi, j'étais pas bon forcément à l'école et je sais qu'en fait, j'avais juste pas envie, quoi. Ça me faisait chier, quoi. Après, je l'ai fait pour mes parents. Moi, j'ai fait un bac+5 pour mes parents. Moi, mon éducation, elle a été un peu comme toi, où en fait, voyant que j'arrivais à apprendre le piano tout seul, la musique tout seul, mes parents ils m'ont dit bon, ça, il est pas con le frère, il va bien s'en sortir, tu vois. Donc à chaque fois, ils me disaient mais chill, tu vois, genre. Enfin, t'inquiète pas, tu vas y arriver, on est fiers de toi et tout, et genre ça m'a donné grave la dynamique aussi. Même encore aujourd'hui, tu vois, je les inspire encore plus pour pousser mes frères à entreprendre aussi. Ouais. Et moi, j'ai un père entrepreneur, donc je sais un peu ce que c'est, tu vois, le biz, je sais ce que c'est de tout perdre aussi. Mon père, il a tout perdu d'un coup, tu vois. Il avait gagné très très bien sa vie et d'un coup il s'est fait arnaquer par un de ses associés. Bah, du coup, ça m'a pas servi forcément de leçon. C'est héréditaire en fait. C'est héréditaire, exactement. Mais ouais, du coup, moi j'ai un père entrepreneur qui comprend très bien comment je fais. Après, c'est pas la même génération. Franchement, c'est hyper difficile, notre génération. On a vraiment tout à faire, tout à tracer. Internet, ça a changé tellement de choses avec les relations, avec le business, avec l'argent. Que nos parents ne comprennent plus, tu vois, même l'avion, hein, enfin, c'est con, mais de se déplacer à l'autre bout du monde, pour eux, je sais pas ce que ça va être la future génération, mais je sais que mes parents, je peux pas avoir une discussion, ils comprennent pas forcément ce que je fais, enfin, ils savent ce que je fais, tu vois, mais ils comprennent pas trop pourquoi les gens achètent ce que je sais, pourquoi mon fils, il est suivi par autant de personnes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, c'est pas leur métier, ils vont pas s'intéresser à ce que je fais, enfin, ils s'intéressent, mais ils vont pas s'intéresser aux compétences que j'enseigne. Et du coup, il y a une espèce de très difficile d'avoir des parents qui arrivent à avoir l'humilité de se dire, en fait, la génération dans laquelle t'es, tu sais, c'est cette phrase, encore une fois, hein, bon, on va la ressortir parce que moi, je te la sors tout le temps, c'est un peu ma phrase en ce moment. C'est l'ancien mec de CIA, là, qui disait... Bustamante. Ouais,
John Bustamante. Ouais. Andrew Bustamante. Qui passait sur un podcast. Ouais. Et il disait quelque chose que je pense que 99% des gens devraient intégrer. C'est que quand tu parles à quelqu'un et que tu reçois une information, tu as une perception de ce que la personne te dit par rapport à ce que tu vois, ce que tu as vécu, ton passé, ton éducation. Alors qu'il faut voir la perspective, l'ensemble, l'histoire de la personne, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il s'intéresse à l'autre, quoi. Ça, c'est un de tes grands sujets, d'ailleurs. Je trouve que les gens ne s'intéressent pas assez aux autres et qu'ils ne posent pas assez de questions. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre différence. Moi, c'est pour ça que je kiffe passer du temps avec toi. D'ailleurs, Will m'a posé la question, il vient Thibaut et tout. Je dis, tu vois, Thibaut, c'est typiquement le genre de personne, c'est trop cool, tu vas dîner avec lui, tu sais que tu vas avoir des discussions deep, tu sais que tu vas partir loin sur les sujets, tu sais que tu peux parler de tout aussi. Et c'est rare, en fait, de rencontrer des gens comme ça, tu vois. Et je pense que les gens devraient intégrer ça, juste de se dire, même dans la drague, tu vois, ne serait-ce que de comprendre qu'une nana jolie, elle se fait draguer 10 fois par jour et qu'en fait... un mec un peu trop pushy, ça peut être oppressant. Enfin, il y a plein de choses que tu peux comprendre en voyant le tout de quelque chose plutôt que de voir uniquement ce que tes yeux analysent. Ouais. Perception versus perspective, c'est ça. En fait, c'est perception, c'est une vision égoïste de tout, tu vois, quand tu réagis par rapport à la perception. Tu vois, c'est ton logiciel, c'est ton truc. En fait, comme ça, tu réagis sans prendre en compte, tu vois, l'entièreté de ce qui est autour de toi. Et tu sais, on a dîné là, il y a quelques jours avec des gens, et tu vois, la nana, à un moment, elle me pose une question, et je lui dis, je lui donne mon opinion, tu vois, elle me pose la question, et elle dit, oui, mais tu peux pas généraliser parce que si ça. Et donc, tu vois, et tu sais, après, t'es arrivé, t'as dit, oula, il y a de l'électrique dans l'air, et en fait, dans ma tête, je m'étais dit, moi, en plus, je débat plus. Tu t'es fait gronder. Non, mais je débat plus, dans le sens où je me dis, ok, c'est triste, ça, tu vois. J'ai parlé d'un truc en mode ma perception dans une sorte de perspective, et elle répond immédiatement avec sa perception, son truc, et elle est dans la réaction au lieu d'être dans l'écoute, dans l'accueil, tu vois. Et tu le vois aussi beaucoup, on en parlait avec une nana souvent, où parfois quand vous évoquez des débats, et dès qu'il y a un truc un peu féministe ou un sujet, tu vois, sur lequel elle se met direct sur le qui-vive, tu vois. Et en fait, je pense que, tu vois, parfois j'entends des gens qui me disent non mais là je me suis emporté parce que ce sujet me tient à cœur. Et c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être que t'imagines si moi il y avait 150 sujets qui me tenaient à cœur, je m'emporterais tout le temps. Et je pense justement la sagesse c'est aussi, même quand ça te tient à cœur, de dire très bien, ok, intéressante ton analyse, et même pas forcément, tu vois, même quand en fait c'est ça je pense la grande force, c'est t'es pas d'accord avec quelqu'un, t'as pas forcément besoin de lui dire. En fait c'est ça, il y a une phrase que j'avais vue là sur Legends, c'est you don't need to react to everything you notice. T'as pas besoin de réagir à tout ce que tu vois. Parfois il y a des choses que des gens disent, je réponds pas, et j'ai fini de débattre, c'est son opinion, c'est la mienne, voilà, fine en fait, c'est ok. Ouais. Tu vois, et ça, tu vois, on parlait de sujet de famille, mais mon père a été dur, tu vois, mais j'ai jamais eu dans ma famille des pessimistes enragés. J'ai jamais eu des gens sur lesquels on pouvait pas, tu vois, personne ne m'a jamais dit ouais, tu peux pas dire ça parce que si, tu vois, les sujets étaient globalement, je pouvais poser n'importe quelle question à mon père. Et je lui posais des cols, tu vois, quand j'étais gamin, parce que j'étais super curieux. Ouais. Donc ça, c'était cool. Mais donc qu'est-ce que j'ai appris de ma famille ? Mon père était très storyteller. On venait... En fait, ça, ma mère lui a reproché. Mais en fait, quand on faisait des repas ou quand il y avait des invités, il préparait les sujets à l'avance. Et ma mère le voyait faire. Et c'est marrant parce que perspective versus perception. De la perception de ma mère, mon père, il trichait parce qu'il préparait en avance. Donc du coup, et moi, j'ai jamais compris. Et je lui disais, mais tu peux pas lui reprocher ça, c'est une qualité de préparer. Bien sûr. Ouais. Parce que dans sa perspective, mon père se disait, je suis le maître de... Moi, j'ai une famille un peu patriarcale. C'est mon père qui travaillait, c'est ma mère qui s'occupait du foyer. Aujourd'hui, c'est mal vu. Bon, c'est encore le cas dans pas mal de foyers. Pour la mienne aussi. Ouais. Alors, souvent, aujourd'hui, le truc, c'est tellement cher que les deux sont obligés de bosser. Au moins un des deux parents à mi-temps. Parce que c'est très difficile avec un salaire maintenant de gérer, notamment à Paris. C'est vrai que ouais. En fait, c'est assez drôle parce que j'avais vu une émission complotiste, je te coupe 2 minutes, mais qui disait on a fait travailler les femmes parce que le coût de la vie coûte trop cher. Enfin, c'était un peu chelou. Alors, putain, si je sors l'étude, il y a une étude que j'ai vue. Je peux pas la dire parce que sinon, donc on va se faire défoncer. Pardon, non mais on va se faire défoncer. Mais en gros, il y a une étude aux États-Unis
Ouais. Alors, il faudrait que je la trouve. Alors, elle a été relayée par Chris Williamson, le podcasteur. Où en fait, donc je vais pas donner le chiffre, mais il y a un nombre, il y a un pourcentage de nanas aux États-Unis qui travaillent. On leur a demandé, est-ce que vous en voulez à votre mari du fait que vous travaillez et qui gagne pas assez? Et il y a une majorité de nanas, c'était proche de la moitié, qui disaient oui. Non. Tu vois, il y a un truc qu'on oublie aussi dans ce qu'on appelle le postpartum pour les nanas, c'est que, tu vois, c'est 9 mois où tu as préparé, tu vois, la venue d'un enfant, c'est fatigant, donc tu mets ton corps à rude épreuve. Après, c'est normal que la nana, elle mérite, tu vois, une période de repos où elle puisse faire du sport pour se remettre en forme, tu vois, bien manger, faire des massages, etc. Je veux dire, je pense que le congé maternité que donne l'État, je crois, je vais dire des bêtises encore, mais en fait, ton congé, 3 mois, je crois. Ça dépend combien d'enfants t'as. En fait, il me semble qu'il s'allonge en fonction de si c'est ton premier enfant ou ça va jusqu'à plusieurs enfants. Mais pour moi, c'est un minimum que l'État te donne. Mais pour moi, le privé est censé te donner plus, tu vois. Ouais. Et dans les sociétés, il y a quelques siècles, même dans les tribus, en fait, il y a un truc qu'on oublie, c'est que souvent, tu n'élevais pas ton enfant seul en tant que femme, tu vois. Souvent, il y avait plusieurs familles avec des mères et des grands-mères qui s'occupaient parfois des troupes pour laisser le temps aux parents de se reposer. D'accord. Et aujourd'hui, tu vois, ce qu'on appelle le concept de la famille mononucléaire, mais la crèche, les nounous, tu vois. Ouais. Donc, ça, je sais que c'est un sujet très, très discutable. Et moi, je suis OK. Ça peut être aussi le papa qui s'occupe des enfants, mais sauf que c'est la mère qui a mis au monde l'enfant, et donc c'est son corps qui a pris cher, tu vois. Ouais. Donc c'est le père, il peut s'occuper des enfants, au moins quand elle a été mise au monde, mais le postpartum, c'est pas le mec qui se le choque, tu vois. Cette réflexion-là, elle est typiquement sur la perspective globale, et que tu comprends qu'en fait, c'est la femme qui a porté l'enfant, et que c'est normal que ce soit elle de se reposer, parce qu'elle a subi, elle a eu vraiment beaucoup de travail pendant les 9 mois. Ça c'est de la biologie, on peut pas remettre en cause. Oui, c'est ça, c'est de la biologie, mais c'est effectivement, un mec aurait peut-être moins besoin d'un congé paternité, aussi long que celui de la femme, tu vois. Et alors que tu pourrais demander, mais c'est pas logique. Il y a plein d'autres questions sur notamment le rapport à l'égalité femmes-hommes sur les salaires. On se rend compte qu'en fait, celles qui prennent le plus cher, c'est pas les femmes par rapport aux hommes, c'est les mères par rapport au reste de la société, tu vois. Ouais. Ça a été démontré par un documentaire sur Netflix qui s'appelle Why Women Earn Less. Ah, c'est intéressant ça. Il y a 2 pays où les femmes elles gagnent quasiment la même chose que les hommes, c'est l'Islande et le Rwanda. Okay. L'Islande parce qu'ils ont mis un congé paternité obligatoire, et le Rwanda c'est parce qu'il y a eu un génocide et qu'il y a il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à un moment, ce qui fait que les femmes ont dû prendre par obligation des positions, des emplois où elles étaient, allegedly, elles n'étaient pas assez qualifiées. Donc, on a propulsé des femmes, tu vois, à des postes, notamment au Parlement, etc. Ce qui fait que c'est là où il y a... il me semble que l'Islande, c'est le pays où il y a la meilleure égalité femmes-hommes sur les salaires. Et le Rwanda, c'est à charge de vérifier, là où au Parlement, il y a le meilleur indice d'égalité entre les femmes et les hommes sur les représentants du peuple. Okay. À vérifier. Hein. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut donner des congés paternité aux mecs, comme ça au moins on rééquilibre les salaires, quoi. C'est ce que dit le documentaire Why Women Earn Less. C'est génial. Okay. Parce qu'en fait, c'est souvent quand tu vois, il y a un chiffre qui dit, une date, tu vois, il me semble que c'est autour du 16 novembre où on dit à partir d'aujourd'hui, un mois, en fait, les femmes bossent. Mais c'est vrai que ça peut rentrer bien dans les clous en vrai, si tu réfléchis. Parce que si tu as 3 ou 6 mois de congé paternité, tu as 1 mois où tu travailles gratuitement pour les femmes, en l'occurrence, parce qu'elles ont 6 mois de moins que nous à bosser. Ça pourrait rentrer dans les clous. Donc c'est intéressant. Oui, mais le truc, c'est que ça regarde la mauvaise chose, ça regarde les femmes et les hommes. Alors en fait, l'inégalité vient des femmes mères. Oui. Tu vois. Oui. Mais ce qui est aussi un stigma de la société, parce que ça c'est Hillary Clinton qui le dit dans le documentaire, je pense que c'est vrai, ça m'a été confirmé par un pote qui a bossé dans un grand cabinet de conseil. Quand un homme, tu vois, a des portraits de ses enfants, tu vois, au bureau, on dit c'est un bon père de famille, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et quand au bureau, une mère
qui parle de ses enfants, on va dire elle pense pas au travail, elle est pas fiable, elle est trop dévouée à ses enfants, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a encore une inégalité de perception là-dessus. Donc c'est un autre sujet. Pour revenir sur le sujet famille, je te disais, moi, toujours soutenu, je vois la différence, confiance d'y aller. C'est-à-dire, j'y vais et mes parents m'aident. Quand tu dois te battre, en fait, tu fais un truc et que tes parents te font douter, c'est-à-dire que déjà, quand la société peut te faire douter, quand tes potes peuvent te faire douter, quand les haters peuvent te faire douter, t'as pas besoin que ta famille te fasse douter. Et moi, je connais des gens qui réussissent en dépit d'eux. C'est-à-dire qu'ils doivent battre leurs démons internes, ils doivent battre les démons externes de la société, et en plus de ça, ils ont des démons, tu vois, dans leur famille. Dans leur famille, où il y en a qui m'ont dit, ouais, quand je passe du temps avec ma famille, je dois couper vite parce que sinon, je commence à croire à ce qu'ils me disent. Ouais. Et souvent, c'est parce qu'ils sont inquiets, tu vois. Bien sûr. Ouais, je pense que ça vient d'une bonne intention. Hein. Et les femmes, je t'en parle pas. Souvent, c'est... L'environnement, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu es entrepreneur, il faut réussir à vraiment mettre un espèce de tunnel, moi j'appelle ça, mais se bloquer dans une espèce de box dans laquelle tu es le seul confortable, tu vois, et éviter de s'entourer de gens toxiques. Et donc dans ce cas-là, tu vois, moi je sais que c'est arrivé à des connaissances aussi à moi qui ont arrêté de voir leurs parents pendant 1 an ou 2, le temps qu'ils montent leur boîte et leurs projets, qu'ils réussissent ou pas, mais qui au moins ils avaient besoin de s'entourer uniquement de personnes qui croyaient en eux pour y arriver. Et moi, ce que je dis très souvent, mais j'en suis là où j'en suis uniquement grâce à la confiance que j'ai eue de mes parents, ou la confiance que j'ai eue de mes amis, la confiance de me dire, d'entendre mais tu vas y arriver, je me fais pas de soucis pour toi, ou des choses comme ça, des petites phrases qui résonnent dans ta tête quand t'es dans le bas. Et en fait, c'est ta famille, c'est tes parents, tes frères ou tes sœurs, mais c'est aussi ta copine, tu vois, ou aussi tes amis, quoi. Bah c'est marrant, j'y pense, parce que t'as mis famille et entrepreneuriat, je crois. Ouais. T'as pas dit... Famille et succès, j'ai dit. T'as pas mis entourage, tu vois. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant, entourage. parce qu'il y a une série qui s'appelle Entourage, qui est super intéressante, où en fait, tu prends l'ensemble des choses, tu vois, donc c'est... comment il s'appelle tu vois, c'est un acteur qui réussit. En fait, il amène toute sa bande de copains qu'il a soutenu depuis qu'il était gamin. En fait, parce que c'est les seuls gars sur lesquels il sait que il le soutenait quand il n'avait pas de succès, tu vois. Et là, lui, il a du succès. Et en fait, il essaie de faire croquer tout le monde. Et ils essayent tous, tu vois. Mais ils auraient jamais là. Et donc, ils vivent à Hollywood et tout. Et, tu l'as regardé, la série ? Ouais, elle est géniale. Okay. Elle pourrait pas... Je pense... C'est une série des années 2000. Aujourd'hui, ça pourrait pas sortir. Ok. Parce que, tu vois, ces 5 mecs... tu sais, il y a un phénomène qui est observé en science. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand un film ne respecte pas un certain nombre de statistiques vis-à-vis des femmes. Tu vois, notamment, tu vois, est-ce qu'il y a assez de personnages féminins ? Est-ce qu'il y a des personnages féminins qui ont des dialogues sans qu'il y ait un homme, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Entourage, ça respecte pas du tout ça. C'est 5 gars, tu vois, qui vont aller faire des teufs, qui vont draguer. C'est le mec qui est successful, tu vois. Donc, c'est une série qui aurait du mal à passer à Hollywood aujourd'hui, en tout cas en ce moment. Ouais. Moi, je la trouve cool, je la trouve bon esprit. C'est pas un truc hyper développé intellectuellement, mais franchement, elle est sympa et c'est assez cool. Quand t'as eu des bandes de potes avec des hommes, etc., je pense que c'est bon esprit. Et ça parle de tout ça. Et en fait, c'est à qui tu vas faire confiance, parce qu'il y a plein de mecs qui veulent lui proposer des trucs. Donc, il a les prestataires, il a, tu vois, son agent, il a son comptable, il y a les filles avec qui il sort, les filles avec qui les autres gars sortent. Il y a plein de trucs comme ça, des anciennes fréquentations, bref. Okay. Et l'entourage, bah ouais, c'est important à un moment de... Moi, j'ai cut de l'entourage. Ça veut pas dire de la famille, ça veut dire il y a des gens en qui je comptais, enfin, pour qui comptaient pour moi, et j'ai dû cut. Et il y a une phrase de Pompliano qui dit... c'est en anglais, mais c'est pas parce que quelqu'un te manque que tu as pris la mauvaise décision en l'écartant, tu vois. Et je pense que j'ai jamais regretté. Mais juste sur le moment, ça fait mal, tu vois. Moi qui suis un peu sentimental. Ouais, ben moi c'est pareil, hein, mais t'as pas le choix de toute façon. T'as pas le choix. Je pense qu'à un moment, c'est dur de garder quand t'avances, de garder tout le temps les mêmes... D'ailleurs, c'était une phrase que j'avais entendue quelque part qui disait « Si tu as les mêmes amis plus de 10 ans, quelque chose comme ça, dire que tu n'as pas avancé dans la vie, quoi. » Ouais. Tu vois. Dire que si t'as pas fait le tri sur des amis de très longue date, ou que t'as toujours les mêmes amis tout le temps, c'est que t'as pas beaucoup évolué. Ouais.
C'est triste, mais bon. Bah, merci Thibaut. On a fait que 2 mots aujourd'hui. C'est pas énorme. Ouais, on avait qu'une heure parce qu'il y a quelqu'un qui a book le studio au dernier moment. Ouais, c'est frustrant. D'ailleurs, si vous voulez booker ce studio, il y a le lien juste en dessous. Donc nous, on est propriétaire de ce studio à Lisbonne sur lequel on a investi. C'est un studio qui est magnifique. Donc vous allez sur le lien en dessous ou à gauche, là, je sais pas, et vous bookez et puis vous pouvez venir à Lisbonne. Si vous n'êtes pas à Lisbonne, faites un petit week-end ici. Bah ouais, grave, venez nous voir, hein, avec plaisir. Moi, j'ai une idée. Ça peut être cool parce que là, le prochain, on va faire avec nos mots là qu'on n'a pas terminé. Mais ça pourrait être cool d'avoir vos mots aussi en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est clair. En fait, vous dites une phrase, un mot, peu importe, un sujet sur que vous voulez qu'on aborde, et vous nous le mettez en commentaire. Et nous, on viendra bien entendu regarder les commentaires et en sélectionner quelques-uns. Merci pour votre participation. Ouais. Merci le boss Thibaut. Le boss de Boss Crack. Allez, ciao. Ciao.